Bonjour. Aujourd'hui, on va toucher à la Mésopotamie. Dans la vidéo précédente, j'ai mentionné qu'on toucherait à Babylone, mais le terme correct est Mésopotamie. Babylone étant qu'un des empires, une des civilisations qui a existé dans la région de la Mésopotamie, qui inclut plusieurs nations. C'est une période de 3000 ans. Donc, c'est pas comme si qu'on pouvait dire qu'une seule civilisation a existé durant cette période de temps. Une des choses importantes qu'il faut se rappeler quand on regarde la Mésopotamie, c'est que souvent, c'est appelé le berceau de l'humanité, de la civilisation. La Mésopotamie, c'est une région qui se trouve principalement dans l'Irak contemporaine, une partie de la Syrie, une partie de la Turquie orientale. Donc, la Mésopotamie, c'est un ensemble de civilisations où il y a plusieurs villes qui ont été fondées. On pourrait considérer ces villes comme des cités-États. Donc, elles se faisaient souvent la guerre, elles faisaient la guerre contre d'autres civilisations. Elles parlaient souvent le même langage, mais il y a eu plusieurs langues qui ont été parlées dans le même territoire en même temps. Le terme Mésopotamie nous vient du grec qui veut dire méso, ce qui veut dire entre ou dans le milieu, et le terme potomos qui veut dire fleuve ou rivière. On considère que la Mésopotamie, c'est le berceau de l'écriture, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se trouve entre deux grands fleuves importants dans la région, le Tigre et l'Euphrate. La civilisation de la Mésopotamie, ou les civilisations de la Mésopotamie, ont coexisté en même temps que celles de l'Égypte. Bien que les deux civilisations se connaissaient et avec quelques interactions, elles sont quand même distinctes et du côté médiatique très différentes. Un exemple de média typique à la Mésopotamie, c'est le stèle de donation de terre. On appelle aussi un couduru. Le couduru était une pierre qui avait des gravures avec des pictogrammes, mais aussi des signes lettrés qui indiquaient qu'on la mettait sur un terrain, que c'était la frontière d'un terrain. Donc, enfreindre cette barrière, cette consigne qui indique où la propriété d'un groupe, d'une personne est établie, pouvait être une offense juridique, mais dans la culture de la Mésopotamie, aussi une enfreinte qui pouvait être divine. Donc, on était maudit à vie dans l'au-delà. On va voir que dans la culture de la Mésopotamie, il y a un côté usurier, il y a un côté, ce qu'on appellerait aujourd'hui, capitaliste, très développé. Donc, on peut déjà affirmer que les médias se sont développés à partir d'un côté capitaliste, à côté d'un côté mercantile, où il y avait des transactions qui devaient être enregistrées. Et c'est pour ça que l'écriture a été développée à partir de là. L'écriture principale de la Mésopotamie, c'est le cunéiforme, qui est l'écriture typique qu'on retrouve dans cette région. C'est une écriture qui n'a pas vraiment de voyelles, qui a des consonnes et qui fonctionne de façon par intonation et par syllabe. Quand on regarde la Mésopotamie, vous savez, puisqu'on regarde l'histoire des médias, c'est quand même un cours d'histoire. Donc, on a des défis de ce qu'on appelle l'historiographie de la Mésopotamie. Comme je l'ai déjà dit en classe, l'historiographie, c'est quoi? C'est la science qui étudie l'histoire. Comment est-ce que l'histoire est rédigée? Comment les historiens se prennent pour développer l'histoire? Comment est-ce qu'elle est rédigée? Quels sont les problèmes qu'on peut avoir face à cette histoire qui est racontée? C'est aussi une forme de méthodologie qui étudie comment est-ce qu'on peut faire de l'histoire? Comment est-ce qu'on peut étudier le passé? Donc, un des problèmes qu'on a ou des défis qu'on a en historiographie de la Mésopotamie, c'est que plusieurs civilisations ont existé en Mésopotamie et elles peuvent être divisées en plusieurs périodes. C'est 3000 ans d'histoire, après tout. Donc, les historiens contemporains ont beaucoup de difficultés, des fois, à comprendre toute cette histoire-là. Cette histoire est basée, évidemment, sur des documents primaires, donc des médias. Et quand il n'y a pas de médias, c'est un peu plus difficile d'expliquer une période de l'histoire. Donc, on va souvent parler de périodes sombres dans l'histoire de la Mésopotamie, certaines périodes, puisqu'il y a moins de documents aujourd'hui qui sont disponibles pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu pour ça aussi que Hitler nous dit que l'histoire des médias commence avec le document. Donc, la voix, les gestes, comme on a vu précédemment, ne sont pas des choses qu'on peut enregistrer facilement. Donc, sans document, sans écriture principalement, c'est pour ça que Hitler nous dit qu'il n'y a pas d'histoire des médias. Mais on peut pas vraiment affirmer ce genre de choses-là puisque c'est pas parce qu'il n'y a pas de documents qu'on peut retrouver aujourd'hui qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Charpin nous dit qu'il y a tellement eu de cités-États, d'empires, de guerres, de dynasties différentes qu'on ne peut pas synthétiser l'histoire de la Mésopotamie et des médias de la Mésopotamie aussi facilement qu'on peut le faire avec la Grèce et l'Égypte antique. C'est quand même une civilisation qui a existé de 3500 années avant Jésus-Christ jusqu'à 637 avant Jésus-Christ. C'est un tout petit peu plus long que la civilisation occidentale
occidentale si on la base sur la fondation de la civilisation grecque. Cependant, la Mésopotamie est le lieu de plusieurs formes de médias différents et j'en oublie dans ma liste. Donc, l'écriture, les premières lois, les premiers almanachs tenus par des fermiers. Donc, les almanachs étaient utilisés par les fermiers pour décrire certaines périodes de l'année, pour être capable de prédire l'année d'après, à quel moment il y aurait des changements climatiques ou certains autres phénomènes similaires. Donc, on pouvait savoir à quel moment est-ce qu'il y aurait beaucoup de pluie, est-ce qu'il y aurait un peu plus de sécheresse, à quel moment ce serait le moment le plus approprié pour planter des semences. La Mésopotamie nous a aussi donné les premiers dictons, les premiers proverbes, les premières chansons, les premiers débats littéraires, les premières liturgies, donc une forme de littérature religieuse. La première littérature avec Gilgamesh et son épopée, les premières fables font partie aussi de l'héritage médiatique de la Mésopotamie. Les médias en Mésopotamie se sont développés de pair avec l'agriculture, la technique, ce que vous entendez comme la technologie et l'architecture. Donc, tout va de pair ensemble. Sur l'architecture, on peut trouver des inscriptions médiatiques, par exemple. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, l'écriture était au service des comptables. Donc, il y avait un aspect pécunier à la culture de la Mésopotamie. Mais en même temps, c'est cette même écriture qui, d'après certains chercheurs, sépare l'histoire de la préhistoire. Donc, c'est quoi l'écriture? C'est une représentation visuelle du langage. Donc, c'est considéré par Mayurki une des plus grandes inventions de l'humanité. C'est un outil pour améliorer la communication et la transmission de mémoire du savoir. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que le média est créé, le savoir qu'il contient peut être transmis à une autre personne qui n'est même pas présente et peut-être même pas née. Par exemple, l'almanach des fermiers peut être utilisé sur plusieurs générations pour déterminer le meilleur moment pour planter des semences. L'écriture n'a pas seulement été inventée en Mésopotamie, elle a été inventée à plusieurs endroits partout sur la planète. En Égypte, en Chine et chez les Mayas. Mais le développement de l'écriture, la transformation de l'écriture de la Mésopotamie est direct avec la période néolithique. Vous allez remarquer que dans la diapo, dans la vidéo, j'ai utilisé le mot évolution. Certains auteurs nous disent qu'il est mieux d'éviter le mot évolution quand on parle de l'histoire de l'écriture et de plutôt favoriser des mots tels que transformation dans un cadre archéologique. Ne pas dire que ce qui s'est passé avant était de moins bonne qualité ou était donc primitif. C'est juste une transformation, un changement des procédés, des pratiques. Une autre qualité du document écrit, c'est qu'il peut augmenter des capacités cognitives en capturant une information sous forme de symboles linguistiques. Donc, l'humain peut avoir accès à une information qui lui permet d'aller encore plus loin dans son raisonnement sans avoir à garder toute cette information dans son esprit. Il est très possible que Sumer a été la première cité de la Mésopotamie où a été inventée l'écriture et la tenue de livres aussi. Donc, en termes de tenue de livres, c'est pourquoi c'était pour l'agriculture. Donc, on dressait des listes des cultures, des plantations, des céréales et aussi des animaux qui étaient élevés. On pourrait dire que les mathématiques, le dénombrement sont à la base de l'écriture, puisque c'est compter ces ressources-là qui a développé l'écriture. Et plus tard seulement, on a commencé à écrire d'autres choses que des documents de comptabilité, comme des poèmes, des liturgies, des lois, la littérature. Donc, les premières tablettes qui étaient faites en argile étaient souvent des contrats, des titres de vente et des inventaires. Les tablettes étaient créées à partir de l'argile fluviale qu'on pouvait trouver un peu partout dans la région. Pour rédiger ces tablettes, il fallait être assez rapide car elles sèchent rapidement et donc les signes qui étaient inscrits sur ces tablettes en cunéiforme devaient être assez simples pour éviter que la tablette ne sèche avant qu'on ait fini la rédaction du texte. On a vu tout à l'heure dans une autre vidéo qu'on appelait le jeton d'argile, une espèce de petite pierre qui avait été fabriquée dans le néolithique. Eh bien, ces pierres, on les mettait dans ce qu'on appelle une bulle enveloppe qu'on recellait ensuite et on inscrivait sur cette bulle enveloppe le contenu de la bulle enveloppe et le nombre de jetons. Cette bulle enveloppe est un document aussi qui nous permettait de compter, encore une fois, qu'est-ce qu'il y avait autour de nous. Quelles semences est-ce qu'il y avait? Combien de céréales? Combien de brebis on avait dans un village? Ce qui est particulier des bulles enveloppes, c'est qu'elles ont existé en même temps que le cunéiforme. Et parfois, dans des mêmes sites, des mêmes endroits, on gardait la même information dans les deux formats différents en même temps. Donc, la bulle enveloppe avait des informations qui étaient beaucoup plus simples, de sa forme arrondie, tandis que la tablette, elle, pouvait avoir encore plus de détails sur ce qui était indiqué sur la bulle enveloppe. Ce qui veut dire que c'est très possible que l'existence parallèle des deux systèmes d'écriture témoigne que certaines personnes avaient un
niveau de littératie qui ne leur permettait pas de lire les tablettes, mais leur permettait de comprendre la bulle enveloppe et les jetons. Donc, écrire la même information dans les deux formats est une façon de s'adresser à des gens avec un niveau d'éducation plus élevé et d'autres avec un niveau d'éducation et de littératie, donc la capacité de lire, l'alphabétisation, le niveau d'alphabétisation étant différent. On passe aussi de ce qu'on appelle le pictogramme au cunéiforme en Mésopotamie. Le pictogramme, c'est quoi? On va le revoir plus loin dans le cours. Il revient souvent. C'est une représentation d'un objet par un signe qui lui ressemble. Par exemple, je pourrais avoir le symbole pour un chat, un symbole pour un homme et le représenter par un dessin, une image, un signe qui représente un chat, un chien. Donc, quand j'assemble ces pictogrammes-là, c'est une forme d'écriture qui est basée sur l'identification de ce symbole, de ce signe sur un objet réel. Cependant, pour les habitants de la Mésopotamie, ils se sont mis à créer des symboles pour à peu près tout. Donc, à un moment donné, il y en avait trop. C'était un peu difficile à mémoriser. Alors, ils ont favorisé un changement de leur écriture vers ce qu'on appelle une écriture phonétique. Donc, une écriture basée sur le son des paroles. Le terme d'écriture, changer du pictogramme à une écriture phonétique, c'est un changement très important. Pour le noter, les Égyptiens n'ont pas fait ce changement-là que 15 siècles plus tard. Donc, seulement 15 siècles plus tard, ils ont passé de l'hiéroglyphe, qui était leur version du pictogramme, vers un alphabet qui était beaucoup plus abstrait et basé sur des sons, donc phonétique. Ce qui est important de comprendre avec les Mésopotamiens, c'est qu'ils enregistraient de l'information sur des médias, sur toutes sortes de phénomènes, sans discrimination et sans mettre l'individu ou l'être humain au centre de leur monde. Donc, pour eux, tout ce qui se passait, tout ce qui pouvait être documenté sur des dieux, les animaux, les saisons, c'était aussi important que documenter les activités de l'être humain. Avec ces informations-là, ces connaissances qui avaient été documentées, cette information-là, les peuples de la Mésopotamie pouvaient comprendre le présent en se basant sur ce qu'ils avaient documenté dans le passé. Par exemple, si à un moment donné, il y avait eu un grand vent, même de la neige qui était tombée, et que ces deux événements correspondaient à la défaite d'un roi dans une campagne militaire. Donc, dans la conception du monde et du temps pour les gens de la Mésopotamie, les trois événements étaient interreliés l'un à l'autre. Donc, dans le futur, on recommandait aux souverains futurs d'éviter d'aller en campagne militaire quand il y avait des grands vents et de la neige qui tombait en même temps. C'est un exemple. Donc, l'information qui était enregistrée sur le média devenait garant du futur pour les civilisations mésopotamiennes. Maintenant, je vais parler de ce que j'appelle la propagation multimédia du message mésopotamien. Évidemment, quand j'utilise le mot multimédia, je ne parle pas de multimédia dans un terme contemporain, mais plutôt dans un contexte plus propre à ce qui se passait en Mésopotamie. Souvent, quand on avait un message royal ou d'autres formes de messages, qu'on appelait souvent des lettres qui étaient rédigées par des scribes, la transmission de cette lettre à une autre personne à qui elle était destinée pouvait prendre plusieurs formes. Cette lettre pouvait être écrite sur une tablette. Et ce document écrit, ensuite, pouvait être contenu dans ce qu'on appelle un cylindre ou une enveloppe, qui, elle aussi, avait été décorée d'un message écrit ou imagé, donc des pictogrammes. Donc, imaginez que vous envoyez une lettre à quelqu'un et que vous la mettez dans une enveloppe qui a un message par-dessus. Donc, pas nécessairement votre adresse et le code postal de la personne à qui vous voulez envoyer votre lettre, mais un autre message qui explique ce qu'il y a dans la lettre à l'intérieur, une espèce d'emballage qui explique le message à l'intérieur. Et ce message pouvait prendre plusieurs formes. Donc, pour les gens qui ne pouvaient pas lire le cunéiforme, ce message pouvait être imagé, donc dessiné. Et évidemment, ce genre de dessin ressemble beaucoup à ce qu'on appellerait aujourd'hui de la bande dessinée. On pouvait même utiliser des figurines, donc des petites reproductions de terre cuite ou en argile de personnages, pour expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans la tablette, dans la lettre qui était envoyée. Plusieurs personnes pouvaient lire ces messages, ces lettres. Ça aurait pu être un prêtre, un officier, un autre scribe, ou même un messager. Le message pouvait être lu, pouvait être crié sur la place publique, surtout quand c'était un pictogramme ou qu'il était dans une enveloppe ou un cylindre. C'est assez intéressant de voir qu'il y avait un message dans le message. Ceux qui sont familiers avec Marshall McLuhan vont comprendre le médium, c'est le message. Donc, pour Marshall McLuhan, le contenu d'un nouveau médium, c'est un autre médium. C'est un peu ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer ici avec la propagation de ce que j'appelle multimédia du message de la Mésopotamie. Voici ce que je voulais que vous reteniez de la Mésopotamie et des médias. On va passer à l'Égypte. On va voir dans une autre capsule. À bientôt.